Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Thierry Aubert, je suis responsable technique chez Danfoss Chauffage. Bienvenue à ce webinaire qui va avoir pour sujet donc les MTA, donc les modules thermiques d'appartements, donc en tant que solution de production de CS. Alors j'avais également effectivement mis bonne pratique. Enfin, vous allez voir que dans un MTA il y a différentes choses ou il n'y a pas, ça suivant les fabricants. Et donc on va voir un petit peu tout ça, donc les avantages du MTA, les économies d'énergie, la conception. Donc ça va durer à peu près une demi-heure normalement. Vous aurez possibilité, donc à droite, vous devriez avoir certains onglets, vous pouvez poser des questions ou vous chatter, mais je pense qu'on prendra les questions à la fin si vous le voulez bien. Donc voilà, je vais donc commencer. Donc il y aura des informations vraiment dans les dernières slides pour les contacts. Donc voilà, je vais vous parler donc de MTA. Sachant que l'MTA, chez Danfoss, c'est une histoire assez ancienne parce que autant en France, c'est un concept qui paraît neuf, alors que chez Danfoss et en Europe en général, ça fait des dizaines d'années que on vend ça sur différents marchés européens. Donc voilà, déjà pour commencer, dans le principe du MTA, je vais commencer par un kit CIC tout simplement parce qu'un kit CIC, on fait le chauffage seul, mais d'un point de vue appartement, on appelle ça une boucle horizontale. Bien sûr, vous avez une distribution en gaine palière et puis dans les bâtiments modernes, ça se fait comme ça, enfin récent, une boucle horizontale. Et côté radiateur, on va dire le circuit est strictement le même. Vous avez un collecteur, vous avez souvent un réseau hydrocablé pieuvre, et puis on va sur des radiateurs. Donc là, lorsqu'on traite, nous, avec un kit CIC, c'est quelque chose qui va rendre indépendant l'appartement en termes de débit et en termes de pression. Donc, on a un équilibrage automatique, suppression des bruits parce qu'on gère la delta P, programmation hebdomadaire, comptage énergie. Encore une fois, le schéma vu de l'appartement, on aurait pu mettre une chaudière murale, ça ne change pas à partir du collecteur, tout ça, c'est strictement identique. Donc, le kit CIC, c'est quelque chose qui est centralisé pour faire du chauffage et donc on rend indépendant avec des vannes automatiques chaque module, chaque appartement. Le MTA, c'est quoi? On voit que c'est à peu près la même chose. Du point de vue appartement chauffage, c'est strictement la même chose. On va retrouver les mêmes collecteurs. La différence, bien sûr, c'est on va rajouter une dimension qui est la dimension ECS. Donc, on a toujours l'équilibrage automatique. Alors là, je parle bien de nos MTA. Encore une fois, vous verrez tout à l'heure les différences qu'il peut y avoir. Mais dans notre MTA, on met tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne parfaitement. Donc, il y a l'équilibrage automatique. Delta P, donc on supprime les risques de bruit, programmation par le thermostat, comptage d'énergie. Et donc, cette production ECS. Alors, si on regarde effectivement les questionnements qu'il y a toujours, hein, quand vous regardez sur des discussions de webinaires sur Internet, sur les productions d'ECS de différents fabricants ou d'organismes publics, effectivement, il y a toujours cette fameuse production centralisée, où la production centralisée, telle qu'on la connaît, vous avez une production de chaleur à gauche. Je vais mettre mon petit pointeur, voilà, vous avez cette production de chaleur, donc à la limite, là, j'ai pas identifié ce que c'était, et vous avez quelque chose qui part dans les radiateurs, typiquement, donc des colonnes radiateurs, et puis vous allez alimenter, on va dire un préparateur ECS, une production ECS. Par exemple, là, j'ai mis un échangeur, préparateur ECS, avec un stockage d'ECS éventuel, et puis vous partez bien sûr sur un réseau bouclé dans le bâtiment, ce qui fait qu'effectivement vient la question du risque de légionellose, puisque dans ce réseau bouclé, vous avez un risque. En particulier, si on regarde la problématique de ces réseaux bouclés, il faut équilibrer les boucles, les branches. Donc vient la question de vannes d'équilibrage. Donc là, les DTU ont vraiment orienté le choix technique en France sur des vannes de réglage de débit, hein, alors qu'il existe également, enfin, d'un point de vue Europe, des vannes qui vont faire l'équilibrage automatique d'un point de vue thermostatique. Donc ça, le DTU ne les tolère pas trop, c'est-à-dire qu'on peut pas trop les utiliser en France. Donc aujourd'hui, on est sur des vannes manuelles, donc problématique. Il faut des vannes ACS. Il faut tout un tas de vannes, il faut les régler, donc trouver un bon metteur au point qui va régler tout ça. Donc ça, c'est déjà une problématique. Quand on sait que déjà des vannes manuelles sur du chauffage, c'est compliqué à régler, sur de l'ECS, c'est encore plus compliqué puisque là, c'est un réseau semi-ouvert. Vous avez également éventuellement à mettre des équipements supplémentaires, hein, donc un mitigeur thermostatique. Si jamais vous avez une production stockage un peu haut, il faut abaisser la température dans les colonnes en distribution. Vous avez également tout ce qui est traitement thermique. Alors je l'ai mis ici, il y a tout ce qui est traitement thermique, il faut une pompe, bien sûr, qui va être ACS, donc une pompe aux choses sanitaires. Il y a des chocs thermiques, il y a aussi éventuellement des traitements chimiques pour traiter toute cette quantité d'eau. Encore une fois, là, quand on dit choc thermique, c'est vrai que
il faut vraiment que l'équilibrage soit fait, hein, parce que si l'équilibrage n'est pas fait, vous avez beau partir à 70, faites votre charte technique, si jamais ça n'alimente pas les dernières branches, bah, c'est pas efficace. Donc, c'est beaucoup de contraintes, beaucoup de questionnements, parce qu'on a effectivement une grosse quantité d'eau potable, une énorme quantité d'eau potable en circulation, et ça génère beaucoup de problématiques. Donc ça, c'est la distribution production classique telle qu'on la connaît. Si on regarde le principe concept du MTA, vous avez toujours la production de chaleur ici. Simplement, là, vous voyez, on va stocker de l'énergie, on va stocker du chauffage, mais non plus sur de l'eau sanitaire, de l'eau potable, mais sur de l'eau de chauffage. Donc, on va dire qu'en termes de capacité de stockage, c'est la même, sauf que c'est pas sur le même vecteur. La production, elle est locale, ça veut dire que si on regarde les volumes d'eau, bah, il n'y en a plus puisqu'on est en production ECS instantanée, c'est produit à la demande, c'est strictement comparable à ce qu'on peut rencontrer sur une chaudière murale. Une chaudière murale instantanée, vous n'avez pas de réserve d'eau, hein, s'il n'y a pas de petits ballons de micro-accumulation, il n'y a pas de réserve, on fournit, on produit à la demande. Donc, quand on compare la diapo précédente où il y avait un gros volume d'eau potable à risque et la solution ECS, la solution MTA, production décentralisée, eh bien, on fait sauter tout un tas de contraintes, puisqu'on a plus toutes ces vannes d'équilibrage sur le CES, etc. Il y a plus de risque de légionellose. Enfin, tel qu'on l'entend sur les grosses installations, bien sûr. Si on revient sur la production centralisée, on va comparer les deux également là, en termes de déperdition. Un réseau classique, comme tout à l'heure, production de chaleur, vous avez un aller-retour chauffage, donc là j'ai mis un régime 65-50 degrés, par exemple, en régime d'hiver. Et puis vous avez un réseau bouclé toute l'année, qui va donc véhiculer 60 degrés retour, 60 allées, 50 retours. Et vous avez donc, voilà, vous avez ces 4 conduites qui sont en température. Alors bien entendu, là, le côté chauffage, on va être en température pendant les périodes de chauffage, donc on va dire la moitié de l'année à peu près, mais n'empêche que c'est en température. Et vous avez également une autre paire de conduites qui, elle, va être chaude toute l'année, 365 jours par an. Donc ça fait, en gros, on va avoir, enfin, on peut avoir en hiver donc 4 conduites qui vont être en température. Et donc ça, c'est de la déperdition, bien sûr, importante. Forte déperdition sur les conduites. Et vous le savez, enfin vous savez, regardez un petit peu les études qui ont été faites, mais sur un bouclage, on peut perdre jusqu'à de 30 à 50% de l'énergie qu'on fournit pour le CS, elle est perdue en fait en distribution par ce bouclage. Donc c'est colossal. Là, si on regarde avec un MTA, alors encore une fois, je précise un MTA d'Enphos, c'est-à-dire que vous voyez la particularité du MTA d'Enphos, c'est qu'on va par exemple, l'alimenter à 60 degrés, hein, pour produire à 50, c'est largement suffisant. On pourrait l'alimenter à 55 si on veut produire à 45 en eau de puisage. La particularité, c'est que le retour est extrêmement bas. Il est à 30 degrés et ça, c'est pas valable sur tous les MTA du marché. C'est valable sur notre MTA et vous verrez pourquoi. Ce qui fait qu'en gros, si on regarde les déperditions, tout à l'heure, on en avait 4 qui étaient chaudes. Là, on n'en a plus qu'une. En fait, cette colonne vertébrale qui vient de la chaufferie, ce que j'appelle une colonne vertébrale de chauffage, vous avez la colonne, on va dire à 60 qui monte, mais l'autre colonne, vous redescendez à 30. Et ça, c'est toute l'année, y compris en été, puisqu'en été, vous allez toujours alimenter à 60 degrés pour produire l'eau chaude sanitaire. Vous allez toujours revenir à peu près à 30. C'est vraiment, enfin, en dessous de 30, hein, c'est la valeur moyenne qu'on a constatée sur nos MTA. Donc, c'est pour ça que l'économie d'énergie, elle est, sur la déperdition, elle est très, très importante. D'autre part, quand vous regardez pourquoi on revient à 30, tout simplement, si vous regardez dans un module, il y a un aspect échangeur, vous voyez à gauche, et un aspect radiateur. L'aspect échangeur, c'est lui qui va appeler le plus de débit, hein, donc à peu près, on va dire 900 jusqu'à 1 mètre cube maximum. Mais sauf qu'on redescend très très froid, donc c'est des gros débits qui redescendent à 20 degrés, qui se mélangent avec des débits qui viennent des radiateurs. Là, j'ai mis en hiver à 40 degrés. Donc en fait, c'est le gros débit qui va être prépondérant. C'est pourquoi on arrive très très souvent, la plupart du temps, aller à 25, 23, enfin en tous les cas en dessous de 30 degrés. Ça, c'est l'explication, et c'est dû au concept même de MTA dans Danfoss. Donc, une seule conduite qui est réellement chaude par rapport à 4. Donc là, vous voyez à gauche la solution classique avec 5 conduites qui montent dans les gaines palières, enfin dans les appartements, alors qu'à droite, vous n'en avez plus que 3. Donc l'installation, c'est un petit peu du plug and play. On fait monter une colonne et puis un vecteur ou une colonne vertébrale d'eau chaude, et puis on vient mettre en place les MTA pour chaque appartement, comme ça pourrait être pour des chaudières murales, par exemple. Donc c'est décentralisé, il n'y a plus le risque de légionellose, et puis on verra aussi qu'on peut utiliser des ENR, des énergies à basse température, de récupérer, par exemple. Récupération d'une source de chaleur, c'est ça. Par exemple, ici, toujours en traditionnel, vous avez donc à gauche 65-50, c'est le chauffage classique. Et puis en bouclage classique, vous avez du 60-50. Ça veut dire que si vous voulez réinjecter de l'énergie, vous avez des sources de chaleur. Très souvent, par exemple, là j'ai mentionné le solaire, qui est une énergie
une ENR, mais pour réinjecter le solaire, il faut déjà qu'il soit relativement haute température. Bon, ça marche très bien le solaire, mais donc on voyait qu'il faut un niveau de température pour pouvoir le réinjecter dans le retour de l'ECS, par exemple, si on travaille sur les retours. Ah, si on en a des retours à 50, si on veut de l'énergie, la rentrer dans le réseau, à part si on va sur un ballon de préchauffage, mais si on est sur le retour, il faut plus de 50 degrés. Si on récupère des énergies avec des MTA, ben on va s'apercevoir que parce qu'on a des retours à 30 degrés, mais il suffit d'avoir des sources de chaleur, admettons à peu près supérieures à 40 degrés, un ordre d'idée, mais ça veut dire qu'on a accès à des gisements de température, des gisements d'énergie à plus basse température. Et ça, c'est intéressant parce que d'un point de vue européen, on a vu plein d'applications se développer. Donc, bon, géothermie, c'est un peu partout. On peut récupérer de la chaleur de data center qui n'a pas besoin d'être à 90 degrés. Si elle est à 40, on peut les réinjecter. Ça peut être de la cogénération. Il y a certains pays scandinaves qui commencent à récupérer la chaleur qui est issue des condenseurs de supermarché. On récupère ça, même si c'est pas très haute température, parce qu'on revient très très froid. Donc ça, c'est intéressant. C'est cette aptitude, capacité à récupérer des gisements d'énergie à basse température. En production de chaleur, l'intérêt du vecteur eau, bien entendu, c'est pour ça que la boucle d'eau a un grand intérêt dans les réseaux, c'est parce qu'on peut choisir ce qu'on veut comme énergie. Vous voyez à gauche, vous avez les réseaux de chaleur, par exemple, ça peut être raccordé à un réseau de chaleur, mais ça peut être une chaudière quelconque. Alors dans la chaudière, ça peut être une chaudière gaz, une chaudière bois, enfin on peut mettre ce qu'on veut, ça peut être de la cogénération. Vous voyez qu'on peut justement aussi inclure de l'ENR, ça c'est la faculté, enfin l'avantage des boucles d'eau, on peut mettre n'importe quoi comme ENR, si vous avez des apports de la biomasse, etc., vous pouvez le rentrer, je dirais à gauche, côté production. Mais ce qui est intéressant, et là je l'ai évoqué juste précédemment, c'est que vous pouvez aussi réinjecter des ENR, mais à beaucoup plus basse température, donc des gisements à température dégradée, de par la température de retour qui est très très basse. Donc ça ouvre vraiment des portes, je dirais des réflexions qui sont en train de se développer en Europe et plus en France parce que ça, on va dire c'est un peu plus nouveau, comme vous disiez tout à l'heure. Le MTA en France, on va dire, on en parle, Danfoss France on parle depuis une dizaine d'années, alors que des modules thermiques d'appartements chez Danfoss, ça va faire une trentaine d'années qu'on en diffuse dans toute l'Europe. Si on compare effectivement cet aspect production de CS, voilà, j'ai mis en comparaison un ballon électrique. Évidemment, un ballon électrique, c'est tout simple. Simplement, la source de chaleur, elle est figée. Il faut de l'électricité dans le cas du ballon, alors que dans le MTA, c'est multiple, on met ce qu'on veut, puisque c'est le vecteur. On peut récupérer des ENR sur le MTA, bien sûr, sur l'électricité, non. Enfin, si, à la limite, il y a des panneaux photovoltaïques, mais il faut une sacrée puissance. L'encombrement, il est très faible sur un MTA. Sur un ballon, il faut un emplacement. Alors, même si j'ai mis 1 m², mais effectivement, au prix du mètre carré, je pense que les architectes regardent avant de mettre un ballon dans un placard parce que ça va manger de la surface au sol. Donc là, c'est aussi un avantage. L'évacuation, il n'y a pas besoin d'évacuation. Je parle de l'évacuation côté égout, il n'y en a pas besoin, un MTA. Alimentation électrique, il n'y en a pas besoin sur le modèle radiateur, alors qu'évidemment, dans l'autre, c'est un ballon électrique, donc il en faut. Si on compare à d'autres choses qu'on voit très fréquemment en France, c'est le marché des chaudières murales. Je vous ai dit que côté appartement, c'était strictement la même chose. C'est construit de la même façon en termes du collecteur. On part en pieuvre, on va vers les radiateurs. On va dire que c'est pareil. Simplement, la différence là, c'est que si on met une chaudière murale, source de chaleur, encore une fois, MTA, c'est multiple, alors qu'avec une chaudière, c'est du gaz. Est-ce qu'on peut récupérer des ENR sur des chaudières murales? Je ne vois pas comment on pourrait les réinjecter, alors qu'avec le MTA, oui. Il faut un conduit de fumée, il faut un contrat d'entretien, il faut une évacuation, parce que là, si une chaudière à condensation, ça va condenser, donc il faut évacuer. L'encombrement, il est relativement conséquent, alors que l'encombrement de MTA, c'est beaucoup plus faible. L'implantation, dans une chaudière, il faut que ce soit quand même à l'air libre. Enfin, à l'air libre, ça dépend, il peut y avoir des modèles à ventouse où, à la limite, c'est pas à l'air libre. Mais en tous les cas, on a besoin d'air en fait, alors que dans MTA, il peut être confiné. C'est dans l'air du temps, donc c'est quelque chose qui peut être confiné. Il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de température, il n'y a pas de risque de gaz. Alimentation électrique sur un modèle radiateur MTA, il n'y en a pas besoin. Alors bien sûr, sur la chaudière gaz, il en faut. Donc on voit déjà qu'en termes d'installation, de coûts, conduite de fumée, etc., les contrats, on arrive sur des solutions qui sont très rapidement pertinentes. Donc, si on met le MTA, effectivement, la grosse partie qui saute, effectivement, c'est toute cette problématique de ECS centralisé. Donc, ce risque légionellose qui saute avec tous les matériels qu'on doit prévoir, qui doivent être ACS, etc. Ça disparaît. L'encombrement faible, seulement 3 tubes en gaine technique.
pas de gaz, pas de conduit d'évacuation, comptage individuel, bien sûr, puisque là, on va pouvoir affecter donc vraiment la consommation de chaque appartement au locataire. Économie d'énergie. Bien entendu, il y a un titre 5 pour pouvoir le rentrer dans le moteur de calcul, je reviendrai là-dessus. Et bien sûr ACS, puisqu'on est sur de l'eau chaude sanitaire. Retour d'expérience, ça c'est un cas, vous voyez, c'est marqué à Poitiers, près de 500 logements. Et ça, c'est un relevé de température qui a été fait au mois de février-mars 2015, avec une température moyenne de 3,4 degrés. Et ce qu'on regarde, ce que l'on constate, donc là c'était un départ assez élevé, on peut tout à fait travailler à moindre température. Bon là, le bureau d'études avait choisi peut-être des radiateurs à plus haute température. Et on départ à 75 et on revient là à 26 degrés en moyenne. Vous voyez que la température est extrêmement basse parce que c'est un MTA avec les caractéristiques d'Anfo. C'est-à-dire, vous verrez tout à l'heure pourquoi on arrive à des températures aussi basses. Encore une fois, c'est pas le cas de tous les MTA. Il y a certaines opérations qui se sont déroulées dans le passé avec d'autres constructeurs où on s'aperçoit que les températures de retour ne sont pas du tout en dessous de 30 degrés. En termes d'implantation, alors ça peut être en local technique, et aussi à droite, un autre local technique. Là, j'ai mis ça, ça a été fait, ça a été choisi de le mettre dans des toilettes, dans un placard, enfin dans la cloison, tout à fait acceptable. On peut, encore une fois, dans une cloison, bah voilà, on le voit typiquement là. Là, ce sont des opérations où là, on voit tout de suite, il y a des collecteurs en bas avec des départs. C'est du plancher chauffant, puisque le MTA, bah, il peut aussi, si on prend un mode MTA, non pas radiateur, mais plancher chauffant, mais il va y avoir une pompe de circulation pour avoir une boucle mélangée vers l'appartement pour abaisser la température. Typiquement, c'est dans le placard, il n'y a pas de flamme, on peut tout fermer. Dans les autres applications, parce que là, le MTA, donc module thermique d'appartement, vous avez bien compris que dans l'appartement, on a un besoin de chauffage, radiateur, et un besoin de ECS. Mais on peut aussi réfléchir à d'autres applications. Là, vous voyez, c'est un schéma, alors j'espère qu'il est suffisamment clair, mais un bâtiment tertiaire. Vous voyez en bas à droite, vous avez une production de quelque chose, on va produire du chauffage, de l'eau de chauffage finalement. Vous voyez que les gros ballons à droite, en bas, c'est pas de l'eau chaude sanitaire, hein, c'est donc d'une réserve, d'une capacité tampon, un ballon tampon. Et on voit que si on part, eh bien, on n'a que 3 tubes, puisque c'est le principe du module thermique d'appartement. Et sur cette colonne vertébrale de température, de chaleur, eh bien, on va donc alimenter éventuellement. Là, on peut avoir une production d'ECS délocalisée, c'est-à-dire que là, on a un module qui ne fait plus la partie chauffage, mais on a viré la partie chauffage, on ne fait que la production ECS décentralisée. Mais aussi, on peut avoir sur cette boucle, puisqu'on a une boucle en température d'eau de chauffage, eh ben, traiter des CTA, enfin, n'importe quel émetteur où on a besoin de chauffage. Donc, l'intérêt de ça, on peut le voir, on le voit encore peu en France, on le voit dans certains pays, où cette boucle de température d'eau de chauffage, donc sans risque légionellose, elle a un énorme intérêt, c'est qu'avec ça, on pique ce qu'on veut, on fait des piquages pour les CTA, pour les modules, pour du plancher chauffant, enfin voilà, on peut faire pas mal de choses en dehors du MTA typique d'appartement. Et ça, c'est le principe même de la production délocalisée. Des opérations de rénovation qui ont été faites alors c'est pas une photo qui a été prise en France, ça je vous le reconnais, c'est une photo qui a été faite en Autriche où il y avait des parcs avec des chauffe-eau, des chauffe-mains instantanés, donc arrivée de gaz, fumée, etc. Bah, tout a été enlevé et donc ils ont choisi d'enlever ce risque peut-être de gaz, d'intoxication, etc. et puis d'encombrement en mettant des MTA. Donc vous voyez là, c'est un MTA de type, on peut aller jusqu'à 53 kW. On a fait sauter une problématique gaz et un encombrement certain. Donc là, on est sur un module purement eau chaude sanitaire. D'autres perspectives aussi qui peuvent, vu l'éclairage que je vous ai donné sur la production décentralisée, bah, c'est de traiter en production locale un ECS, puisque par exemple, si on prend un hôpital, on imagine, ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'énorme quantité d'eau potable à risque qu'il y a dans un circuit bouclé. Alors là, c'est encore plus problématique où on a un peu plus peur dans un hôpital parce que là, on sait qu'il y a des grosses problématiques. On pourrait tout à fait dire, bah non, je vais plus véhiculer un gros volume d'eau potable, mais je vais véhiculer un gros volume d'eau de chauffage. Donc, c'est pas de l'ECS. Et on va produire localement, on va dire par une chambre ou deux chambres, avec un module de production d'ECS seul pour 3-4 chambres, par exemple. C'est ce qui a été fait, par exemple, sur certaines résidences étudiantes. Alors, on pourrait mettre hôtel. Vous
voyez en rouge, c'est, on va dire, c'est une distribution d'eau de chauffage. Voilà, on fait tout le tour. Donc, c'est pas de l'ECS. Et puis, on se débrouille pour placer des petits modules de production d'ECS instantanés de manière à respecter les différents DTU et réglementations en vigueur suivant les pays. Donc, ça peut être les 8 mètres ou les 3 litres. Donc, on va disposer les modules de façon à ne pas avoir besoin de créer de bouclage, bien sûr, parce que s'il faut créer un bouclage entre les chambres, c'est pas, ce serait, on casse tout le bénéfice, mais on peut mettre un module pour 2 ou 3 chambres ou 4 chambres, suivant la puissance. Voilà un peu le genre de concept que ça peut ouvrir, cette idée de produire de manière délocalisée. Alors, les résidences étudiantes ou hôtels, bien entendu. Alors, conception de MTA, qu'y a-t-il sous le capot? Je vous l'ai dit tout à l'heure, MTA, c'est peut-être un terme un peu générique, où on entend partout, mais il faut vraiment regarder ce qu'on met sous le capot, parce qu'à la limite, vous pourriez mettre le minimum, vous allez voir que le résultat n'est pas le même. Sauf que dans notre MTA, qui s'appelle EvoFlat, là, vous allez juste voir un petit schéma pour voir comment ça se passe. On a un réseau primaire, encore une fois. L'énergie, vous choisissez ce que vous voulez pour vous intégrer n'importe quelle source d'énergie au primaire. Bien sûr, il faut un échangeur. Donc, Danfoss fabrique des échangeurs, donc ce sont nos échangeurs. Il faut également un organe de régulation. Ça, c'est la vanne qui va régler la température de CS. Il faut, côté chauffage, donc là, en l'occurrence, on part directement dans les radiateurs, puisqu'on est à peu près 60-65 degrés. On a une vanne d'arrêt côté chauffage, vous voyez ici. Donc ça, c'est piloté par le thermostat d'ambiance, de manière à couper le chauffage lorsqu'on va faire des intermittences ou en été quand ça va s'arrêter. Et également, ce qu'on met toujours, nous, c'est un organe d'équilibrage automatique. Ça veut dire que de manière à ce que le MTA soit complètement indépendant des autres MTA sur le réseau. Sachant que sur un réseau, vous allez voir, il y a des pressions qui varient. Donc si les pressions varient, la température de soutirage peut varier brusquement et ça, on le gomme complètement avec une régulation de delta P en fait à l'entrée. Et les modèles pour plancher chauffant, où là, on va ajouter un circulateur pour faire un circuit mélangé. Échangeur froid, ça c'est primordial. Vous voyez à gauche, vous avez l'arrivée chauffage et là, eau froide sanitaire. Si on regarde ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas de demande de chauffage dans nos MTA, on ne passe pas par l'échangeur. C'est-à-dire que l'échangeur reste froid. On a un petit bypass, on pourrait dire que c'est un bouclage, vous voyez, qui passe. Donc c'est un tout petit débit qui passe ici, en amont. De manière à, évidemment, lorsqu'on va faire l'appel de soutirage, on n'est pas à attendre, évidemment, toute la longueur de conduite. C'est le même principe que le bouclage, sauf qu'on boucle sur de l'eau de chauffage et non pas sur de l'ECS. Donc, c'est une vanne thermostatique. Et puis, s'il y a une demande, on va appeler, voilà, il y a un détecteur de débit qui va ouvrir une vanne pour aller alimenter l'échangeur qui devient chaud. Donc, le temps de réaction, là, c'est très bref, puisque la distance entre là et là est très courte, c'est de 3-4 secondes. Et puis, voilà, là, on est en production instantanée. Et puis, si j'arrête de puiser, on va s'apercevoir qu'on va arrêter le débit dans l'échangeur, il devient froid de nouveau. Et voilà, on se retrouve avec quelque chose qui boucle avec un tout petit, on va dire, débit de fuite, de manière à avoir de l'eau disponible très rapidement. Ça, c'est le principe échangeur froid. On le voit ici d'une autre manière. Là, vous avez un zoom sur ce qui se passe sur un MTA EvoFlat. Donc voilà, on rentre. Vous voyez un peu ce qu'il y a dedans. En fait, vous apercevez qu'on ne va pas mettre tout un tas de composants inutiles. Donc, il y a un échangeur, il y a une vanne. Donc là, on part vers le chauffage. C'est juste pour vous illustrer les schémas hydrauliques, le passage. Là, on voit qu'on passe dans la vanne de delta P. Donc, c'est-à-dire que le circuit radiateur, il est soumis à une delta P constante, donc équilibrage automatique. On va aussi, côté primaire, voilà comment ça se passe. Il y a une espèce de T au milieu, là où on part soit vers le chauffage, soit vers l'échangeur. Voilà, on va revenir. Et puis, quand on a l'eau chaude froide sanitaire, hop, elle ressort tout de suite. Donc là, on va pouvoir mettre des compteurs, bien sûr, on peut mettre des compteurs, c'est le but du jeu aussi. Production de CS, donc là on est du côté bien sûr secondaire, c'est plus le même réseau. Voilà, là c'est pour la production d'eau chaude sanitaire. Et puis là, ce que je vous décrivais tout à l'heure, le bouclage, voilà, c'est cette vanne ici, en haut là, qui passe dans un tube qui est relativement fin et qui va assurer un léger débit de fuite de manière à ce que lorsqu'on appelle à chauffer l'échangeur, on ait l'eau qui soit à quelques centimètres simplement. Vous voyez ce qui se passe? Je mentionne bouclage, mais c'est pas sur les CS. C'est du bouclage, mais sur de l'eau de chauffage. Donc voilà, on va maintenir. Alors la vanne thermostatique, elle s'appelle FJVR, elle va maintenir une température par exemple, si on la règle à 50 degrés, on va laisser passer le débit nécessaire et suffisant pour avoir 50 degrés. Donc, ce qui fait qu'en fait, les premières vannes vont plutôt être relativement
fermées alors que les autres vont être relativement ouvertes. Ce qu'on peut regarder, c'est que le débit qui passe là-dedans, c'est de l'ordre de 15 à 20 litres par heure, donc c'est très très faible. Donc c'est un bouclage ECS, mais beaucoup moins gourmand en température et en débit, beaucoup moins. Donc c'est pré-réglé de mémoire 50 degrés, hein, 50 degrés, ça correspond à moins de 5 secondes en temps de réaction. Donc c'est très très performant. Ce qui se passe sur un réseau, c'est que vous avez également, je vous l'ai dit tout à l'heure, des variations de pression, hein, puisque sur le réseau, les MTA sont vus de la pompe comme des organes à débit variable, donc des organes qui s'ouvrent, qui se ferment avec des vannes de voie. Donc on a des variations de pression sur le réseau. Là même, j'ai mis une HMT constante, hein, c'est le plus courant qu'on puisse rencontrer. Il n'empêche que vous avez des variations de pression d'autant plus importantes que vous éloignez de la pompe. C'est pour ça qu'on met de l'équilibrage automatique. Alors, vous avez vu tout à l'heure l'intérieur du MTA, moins de panne, tout simplement parce que on n'a pas mis de vanne de priorité de chaude sanitaire, parce que naturellement, quand vous regardez les débits qui passent en un échangeur, un appel ECS, c'est de 800 à 1000 litres par heure, alors que sur un appartement de 3 kW BBC, c'est de l'ordre de 130 litres par heure avec une chute de 20. Donc, ça veut dire qu'en gros, lorsque l'eau arrive au niveau de la MTA d'Enfos, lorsqu'on fait l'appel de l'eau chaude sanitaire, la grosse partie va naturellement dans l'échangeur à plaque. Donc, on va dire qu'il n'y a pas besoin de faire de priorité ou de mettre un équipement supplémentaire, puisqu'il faudrait mettre une vanne directionnelle, donc un risque de panne supplémentaire. On n'a pas besoin, donc pas non plus besoin de l'alimenter électriquement. Régulation thermostatique, la température de puisage, c'est une régulation thermostatique, c'est cette partie noire. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement connu chez Danfoss, vous l'imaginez bien. On sait faire des vannes thermostatiques. Il n'y a pas de pile, il n'y a pas d'énergie, pas besoin d'énergie. Donc pas de vanne de régulation, pas de sonde, pas de régulateur électronique. Donc risque de panne bien moindre et toujours pas d'alimentation électrique. Échangeur froid, ça c'est très important. Vous avez, comme vous disiez, dans certains MTA, certains fabricants, où l'échangeur est toujours chaud. Alors un échangeur toujours chaud, lorsque vous avez de l'eau primée à 65 degrés, ça veut dire que vous avez de l'eau potable, donc de l'eau, on va dire calcaire, qui est toujours à 60 degrés de l'autre côté. Alors déjà en termes de déperdition, c'est pas bon, mais aussi en termes de entartrage, c'est pas bon, parce que si on regarde la vitesse d'entartrage des eaux, donc une eau dure, moyenne ou très dure, ce qu'il faut retenir en gros, c'est que lorsqu'on passe de 45 à 60 degrés, le facteur d'entartrage augmente de 4. Donc, vous avez toujours intérêt à produire la plus basse température possible. Évidemment, quand c'est un bouclage centralisé, vous avez la contrainte 60 degrés de départ, mais là, on n'a plus de bouclage. Donc, on pourrait tout à fait, il y en a pas mal qui sont réglés sur 45 degrés en puisage. Quand les gens puisent, ils ont du 45 degrés. C'est quelque chose qu'on règle sur le petit élément thermostatique. Donc ça, échangeur chaud, c'est énergivore, température de retour très élevée et entartrage qui peut être très rapide. Nous, on a considéré que l'échangeur ne devait être chaud que lorsqu'on puise. Donc, on doit puiser peut-être, allez, mettons 25-30 minutes dans la journée. Le reste du temps, il est froid. Donc, imaginez, l'autre échangeur à gauche chaud toute l'année, c'est 365 jours par an qu'il est chaud. Nous, c'est quelques dizaines de minutes par jour où il est chaud. Donc, on réduit en fait le risque d'entartrage. En fait, on allonge la durée de vie. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, on fabrique tout. Tout ce qu'il y a dans le MTA, c'est fabriqué par Danfoss. Là aussi, c'est une particularité. On fabrique les échangeurs, bien sûr. Quand on regarde à gauche un échangeur classique, vous savez, à chevron ou à raide de poisson, nous, on a développé avec un brevet microplate technologie, le modèle qui est à droite. En classique, vous avez en fait sur les profils classiques, si on regarde l'écoulement, il n'est pas tout à fait homogène. Hein, il n'irrigue pas parfaitement toute la surface. D'autre part, vous avez des ratios de vitesse, donc des accélérations, les facteurs sont de 1 à 10. Donc vous avez des zones où ça circule doucement, après ça accélère. Ça, c'est typique de ces types d'échangeurs à plaques. Alors que dans notre type microplate, la distribution est beaucoup plus homogène sur les plaques. Le rapport de vitesse, donc il y a beaucoup moins de variations de vitesse dans les petits interstices. Donc c'est beaucoup plus stable. En termes de jonction des plaques, le système à raide de poisson, on va se braser essentiellement sur un point de contact, alors que sur le microplate, on est sur une surface un tout petit peu plus large. On va dire il y a un petit plat à chaque fois. Ça veut dire que l'amélioration de chaleur, on a un meilleur transfert de chaleur et aussi on a beaucoup moins de perte de charge à puissance bien sûr égale. Les EvoFlat sont calorifugés. Ça veut dire que là, les photos de gauche sont sans le capot frontal.
C'est-à-dire qu'on regarde, ils sont toujours isolés par l'arrière, hein. Et vous voyez que là, si on est en production ECS tout seul, on voit un petit peu avec l'image thermique, bon, on voit bien les conduites. Chauffage seul, on a ça, hein. Chauffage plus ECS, on voit bien les conduites chaudes encore. À l'arrêt, on a le petit bouclage dû à la vanne thermostatique. Et puis le capot frontal, où là, on n'a plus rien du tout, puisque là, c'est vraiment super étanche. Alors, le MTA, on fournit effectivement, on a un logiciel de calcul du MTA. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que le calcul va intégrer deux choses. C'est la particularité de ça, c'est que on mélange le circuit ECS et le circuit chauffage. Donc, ce que le marché français a du mal à appréhender, peut-être, c'est de dire, bah oui, mais si je mets l'eau chaude sanitaire, il faut comment je calcule tout ça? Bah nous, on a effectivement un programme qui va permettre de déterminer quelles sont les conduites. Donc, on part toujours des modules thermiques, des BECS, puissance, déperdition, perte de charge. Ça c'est l'étude qu'on nous le donne. Et puis, on va calculer aussi les débits par tronçon, les diamètres, les pertes de charge, la pompe de circulation, éventuellement, enfin pas éventuellement, on va calculer la puissance du générateur, simultanéité ECS, volume tampon, énergie renouvelable s'il y en a qui sont apportées. Et la chose qu'on rentre bien sûr, c'est un coefficient de simultanéité ECS. Vous voyez, ça c'est des études, des facteurs qu'on trouve en Europe. C'est toujours la même chose, les facteurs de simultanéité, mais suivant les pays, il y a des différences. Et même en France, il y a deux facteurs, deux formules qui sont utilisées, celle du caustique et du TTU. En l'occurrence, nous demande souvent la formule du TTU, donc on applique celle-là, mais on peut mettre ce qu'on veut. Sachant que vous savez ce que c'est que la simultanéité, c'est que lorsque vous avez 100 points de puisage, on calcule quelle est la probabilité que tout soit en appel en même temps. C'est ça qui va faire calculer la puissance en fait qu'on va mettre en production. Donc là, c'est pris en compte. On part toujours d'un synoptique, donc d'un schéma où on va voir les appartements types, si c'est un T1, T2, T3, donc on rentre ça dans le logiciel, les débits dont on a besoin. Et après, il y a des nœuds, bien sûr, et tout ça, quand c'est rentré, ça va nous sortir un tableau avec tous les diamètres de conduite qu'il faut. Là, vous voyez le dimensionnement. Typiquement, on va rentrer système de température radiateur, régime de température radiateur, régime de température chaude sanitaire. On détermine s'il faut ou pas un capacité tampon. Certains en veulent toujours, mais des fois, c'est pas toujours nécessaire. Tout simplement parce que vous avez une capacité d'eau dans la tuyauterie qui est calculée, puisqu'on connaît les diamètres de conduite, on connaît la capacité d'eau. Il y a des cas où on n'a pas besoin de ballon tampon. Les 10 minutes sont déjà en réserve dans les conduites. Mais donc ça, c'est un choix. On clique avec ou sans. Et puis ensuite, les calculs, on calcule les conduites, c'est déterminé. Les déperditions conduites, l'échangeur chaudière, ou la chaudière, pardon, voilà, la puissance qu'on doit amener. Si on veut, on est limité par exemple en puissance de chauffage urbain avec un certain abonnement, on va donc diminuer la puissance de l'échangeur pour pas avoir une augmentation du coût de l'abonnement et augmenter la capacité tampon. Donc ça, c'est un jeu qu'on fait en fonction des contraintes du client. Calcul du ballon tampon, en fonction des 10 minutes par exemple, très fréquemment. On a le système global qui va être calculé, donc les débits totaux, le calcul des pertes de charge, le calcul de la pompe qu'il faut. Voilà, on dit pratiquement tout, hein. Ce qu'on a vu, puisque l'expérience d'Enfos, vous voyez, ça des études qui ont été faites en 91-2005, donc c'est pas récent, hein. Dans les MTA, vous avez des compteurs de chaleur, hein, des compteurs d'énergie. Ça, c'est vu dans tous les pays. Lorsqu'on met un compteur d'énergie et lorsque le particulier paye ce qu'il voit, les études ont montré des économies de 15 à 30%. Donc ça, c'est le comportement vertueux du comptage d'énergie. Donc ça, c'est intrinsèque au MTA puisqu'il y a l'emplacement pour le mettre. Des cas réels, et ça, je peux vous dire qu'ils sont pas récents, hein. Voilà, 24%, ça c'est du réel, donc ça c'est les exploitants qui nous ont fourni les chiffres, hein. Donc un gros immeuble en Russie, 14%, à Genève. Donc c'est des économies qui sont très très conséquentes. Donc la réglementation en France, il a fallu déposer un titre 5 pour que ça puisse rentrer dans le moteur de calcul. Et en fait, dans le titre 5, il y a tout un tas de données que nous on fournit sous tableau Excel ou qui sont aussi communiquées à Edibatec. Hein, je pense qu'Edibatec vous connaissez. On va dire, ça centralise toutes les données utilisées par les fabricants de software, enfin les développeurs de software que vous utilisez pour faire les calculs thermiques. Donc ils récupèrent ces données, c'est directement transcrit. Vous n'avez pas besoin de les reporter. Donc tous les points, les données techniques sont rentrées dedans. ACS, bien sûr. Économie d'énergie, encore une fois, 15 à 25% d'économie d'énergie due sur nos MTA à l'échangeur froid, aux températures en dessous de 30 degrés, principalement.
Donc voilà, il y a d'autres webinaires hein, que vous pouvez regarder, hein. Il y en a d'autres sur Vitus et RDV. Ça, c'est un petit peu les webinaires qu'on a développés. Je vais vous montrer après. Enfin, il y a un site où vous avez tout accès à ça. Donc là, on a traité du MTA, mais il y en a sur le robinet auto-équilibrant, sur les vannes de réseau de chauffage urbain. Donc, ça veut dire que dans les outils qu'on peut vous proposer, vous avez ici tout en haut ce qu'on appelle le Design Center, où vous récupérez les fichiers BIM. Si vous tapez sur YouTube webinaire d'info chauffage, vous allez retrouver tous les webinaires disponibles qui ont été enregistrés. Comme celui-là, il sera disponible. Le catalogue prescription qui est accessible. Vous avez des demandes particulières de devis, c'est CSC France. Et puis je vous invite effectivement à vous connecter, enfin à vous connecter et vous enregistrer sur la newsletter d'Enfos. Donc là, vous serez tout à fait à jour des éléments, des actualités, des webinaires à venir. En l'occurrence, le 1er mars, j'ai mon collègue Louis Favreau qui fera un webinaire sur les vannes PICV, donc les vannes indépendantes de la pression de régulation, surtout pour le tertiaire. Donc voilà, ayez s'il vous plaît le réflexe d'aller là parce que vous aurez vraiment les webinaires à venir et aussi l'historique de tout ce qui a été passé. Donc je m'aperçois que j'ai dépassé mon heure. Et encore, j'ai essayé d'être assez rapide. Est-ce que vous avez déposé des questions, enfin vous déposez, même si je peux y répondre maintenant, je le ferai. Si je ne peux pas, on vous répondra plus tard. Est-ce que Violaine, si tu m'entends, qui est au service communication, est-ce que l'on voit des questions poindre? Oui, oui, bonjour à tous. Merci Thierry. Alors oui, il y a une question. Alors de Nicolas Zarani. Euh, la question c'est donc, il y a toujours un débit passant dans le compteur de chauffage, même en période estivale? Non, ça dépend des modèles. On a développé un modèle particulier en France où justement c'était pas compté. Alors dans certains pays, en fait, ils comptent toute l'énergie, donc y compris la petite énergie, c'est les 15 litres, hein, et ils le comptent. Bon. Et puis d'autres pays comme en France où ça c'est pas souhaité. Donc en fait non, on a un module, enfin on en a plusieurs, mais celui qu'on vend le plus souvent en France, c'est justement il est pas compté. Ce bouclage en fait, il est pas compté pour l'utilisateur. Donc on a tout un tas de variantes, hein, il y a pas de souci. Ok, Donc la réponse est non, il n'est pas compté sur le modèle qu'on vend. voilà. Bah, merci pour ta réponse Thierry. Bah je t'en prie. Enfin, de la part de monsieur Nicolas Zarani. Mais sinon, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, enfin, bon, de toute façon, je pense que oui, enfin, vous pouvez toujours, enfin, vous avez l'adresse email que je vous ai communiquée, c'est France. Il y a tout à fait lieu de revenir vers nous sur ce principe de MTA. Encore une fois, la chose que je vous ai montré plutôt à la fin, donc ce logiciel de calcul, c'est vraiment quelque chose qu'on fait en interne, hein, c'est développé et on fait tout le calcul au moment de l'exécution. Effectivement, on le fait quand même au moment de l'exécution, lorsque on a à traiter et à finaliser le projet. Mais on fait tout. Donc, on fournit vraiment les dimensions de conduite, on fournit les pertes de charge, la pompe, comme vous avez vu. Et à l'heure actuelle, c'est pas, on s'est questionné si on pouvait rendre ces documents publics, mais bon, je dirais pour l'instant, on préfère rendre quelque chose de propre et de correct et dont on est sûr au niveau résultat. Donc, ce Thierry? logiciel, on nous fournit le synoptique et on traite. Voilà. Mhm. Oui, pardon. Alors du coup, il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Et alors pour finir sur la question de monsieur Nicolas Zarani, c'est et pour finir, faut-il forcément un échangeur avant la production? Stockage, chauffage. Alors avant la production, au niveau production, en production de chaleur, en production de chaleur, on utilise ce qu'on veut. Dès l'instant qu'on a le vecteur eau, ça peut être une chaudière hein, en production, au niveau chaufferie, ça peut être une cascade de chaudière gaz, par exemple, ça nous va. Hein. Non, après tout ce qu'on véhicule, c'est de l'eau de chauffage. Donc on met ce qu'on veut comme énergie à l'intérieur. Hein. Je sais pas si ça peut être du chauffage urbain. Auquel cas, du chauffage urbain, c'est une sous-station, c'est un skid. Bon, il se trouve que chez Danfoss, on a également des skids jusqu'à quelques mégawatts. Donc, on sait faire. Non, il n'y a pas besoin de les chargeurs si c'est chauffage urbain. Ok, alors maintenant, je vais passer à la question de Cyril Demerseman. Donc bonjour, le logiciel de sélection EvoFlat est-il disponible sur votre site ou doit-on passer par un prescripteur pour obtenir une sélection?
Ah, bah là j'ai répondu. Ah oui, effectivement j'ai répondu qu'aujourd'hui on préfère, enfin non, on préfère vraiment donner quelque chose qui soit correct, qui tienne la route. Bon, sinon il faudrait peut-être un apprentissage pour la personne qui l'utilise. Donc le logiciel, on va dire, bon, je dirais, il a pas de coût, mais on ne le diffuse pas. C'est-à-dire que nous, on reçoit, on reçoit à la fin en termes d'exécution le synoptique avec les différents appartements, T2, T3, T4. On fait tout et on donne une version avec tous les calculs, toutes les conduites, hein. Donc, la question, est-ce que ça passe par un bureau d'études? Je dirais, en termes de chiffrage, lorsqu'on chiffre, on va pas aller jusqu'à faire le calcul final, parce que sinon, on passait quand même beaucoup de temps. Donc, on sait qu'il faut tel appartement, parce que le MTA, finalement, si on sait que c'est pour un T1, un T2 ou un T3, ce qui change, c'est la taille de l'échangeur. Donc, on connaît, on dit, bah, tiens, pour un T3, le MTA, il coûte tant, par exemple. Donc, c'est déjà pour faire une étude, de prix, par exemple, ça va assez vite. Ce qu'on fournit après, c'est le calcul des tuyauteries. Et ça, effectivement, il ne faut pas se tromper. Parce que si vous mettez des tuyaux de chauffage pour alimenter de l'OCS en plus, ça ne va pas le faire. Donc ça, on le donne. Enfin, on le fait à la fin. Mhm. Alors, une question peut-être rapide à répondre, c'est combien peut-on installer, combien maximum peut-on installer de MTA sur un même immeuble? De Philippe de Sèvres. Bah, c'est une bonne réponse, mais je dirais nos limites. C'est comme c'est un réseau de chauffage, donc à la limite, enfin si, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme limite en termes de puissance, s'il n'y a pas de limite, ça pourrait être en termes hydrauliques. Si vous avez un bâtiment qui fait 500 mètres de long, déjà il faut bah, de la puissance, mais aussi il faut de la delta P de pompe, donc beaucoup de delta P. On pourrait dire c'est quoi la limite? Est-ce que les MTA tiennent beaucoup de delta P? Ouais, si je vous dis ça tient 2 bar 5, donc 25 mètres de colonne d'eau, par exemple, hein, la vanne de delta P, c'est énorme hein, en termes de bâtiment. Ça fait un bâtiment qui, enfin, je pourrais faire le calcul, mais c'est peut-être un bâtiment de 800 mètres de long, quoi. Je dirais non, il n'y a pas, il y a pas de limite hein, de ça. Couramment, c'est une centaine, 150 MTA. Enfin, les constructions qu'on voit, en l'occurrence en neuf, c'est vrai qu'on peut faire aussi de la rénovation. Je vous ai pas mentionné la rénovation, où on a d'autres types de bâtiments. Ça diffère un peu. Des fois, en rénovation, on nous demande pas que ça arrive par le bas, mais ça arrive par le haut. C'est parce que les conduites arrivent par le haut. Donc, il y a différentes possibilités, mais non, là, je dirais, il n'y a pas de, non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ce qu'on peut voir en termes d'études, et ça, il y a des bureaux d'études qui ont fait les calculs d'investissement, et je vous parlais des chaudières murales, par exemple, tout à l'heure. Effectivement, lorsque vous avez des petites opérations, je ne sais pas, 10 logements, bon, peut-être que mettre des chaudières murales, c'est le moins cher. Je ne dis pas en termes de performance, je dis en termes d'investissement. Mais dès l'instant que vous montez en volume, vous apercevez qu'un investissement, il passe très intéressant du côté MTA, puisque vous n'avez plus les conduits de fumée, les gaz, etc. Je parle de termes d'investissement, enfin de voilà, et non pas comment de vie de tous les jours, d'exploitation, où là le coût, ben, il est vraiment beaucoup plus faible en MTA. Enfin, l'énergie. Ouais. Ok, il y a encore quelques questions, Thierry. Je ne sais pas si on va Oh, bah, réussir à répondre à toutes, j'ai mais on va essayer. Alors, quel est le prix moyen d'un MTA pour le marché français pour un logement type T3? Ah bah ça y est, bah ça voilà, ça c'est une question à laquelle je pouvais, j'en sais rien, non, quand je dis vous, j'en sais rien parce que c'est vrai que moi je m'occupe pas de chiffrage. Ah, ça veut dire que moi tout ce que je fais, je le donne. Et en termes de conseils, de formation, de choses comme ça. Non, je veux pas vous dire de bêtises, allez dire de conneries, mais je vais pas vous dire de bêtises. C'est moins cher qu'une chaudière. Ah non, c'est pareil qu'une chaudière murale. Mais bah non, oubliez ce que j'ai dit, c'est à peu près ça, mais il faut faire sauter toute la fumisterie et toutes les évacuations, les arrivées de gaz, etc. Bon, voilà. Mais donc, on pourra vous répondre, laissez votre adresse, s'il vous plaît. De toute façon, les prix sont dans le catalogue, hein, mais je l'ai pas pris avec moi. Et là, j'avoue que c'est une question piège pour moi. Oui, les prix sont dans le catalogue hein, que j'ai mis dans Oui. le chat. Donc, n'hésitez pas à aller faire un Non, mais tour. en Il y a gros, ça les... revient moins cher. Plus vous Ouais, avez une opération grosse, ça va ouais. coûter moins cher que l'opération, par exemple, chaudière murale. Ensuite, alors, est-il prévu d'inclure les MTA dans les calculs du futur DPE afin d'estimer les économies d'énergie dans un immeuble collectif? À ma je pense pas que ce soit. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont cachées ou en discussion, mais je pense pas que ce soit intégré là-dedans. Donc pour l'instant, c'est valorisé. Encore une fois, c'est le calcul théorique. Hein. On a réussi à mettre avec le titre 5 des valeurs pour valoriser puisque c'était pas quelque chose qui existait dans les concepteurs de la réglementation thermique, dans ceux qui ne savaient pas que ça existait. Donc voilà, maintenant ça existe. Ça rentre dedans, mais on est toujours dans le théorique. Et le gros, c'est qu'entre le calcul théorique et puis la réalité, c'est qu'on s'aperçoit qu'avec nos MTA, en fait, on arrive beaucoup plus bas en consommation par la température de retour. Mais pour le DPE, non, je pense pas que ça soit
dans les tuyaux, si je puis dire. Euh, Autre question de Christian Mouchet cette fois. Alors, avez-vous un outil rapide de calcul pour le volume tampon stockage primaire? Rapide, je dirais, vous savez, le calcul des ballons tampons, c'est pas nouveau. Quand on regarde des fabricants de préparateurs ECS, vous faites exactement le même calcul. C'est-à-dire vous déterminez les points, vous déterminez le foisonnement, le coefficient de simultanéité, et vous calculez en fonction des, si vous voulez, 10 minutes, voilà, il me faut tant de ballons, en fonction de la puissance que j'ai en amont. Donc c'est toujours, comme vous dites, un équilibre entre ce que vous voulez donner comme puissance instantanée, et vous êtes capable de donner, si vous voulez le limiter, vous allez augmenter le ballon de tampon. Et donc je dirais non, le calcul n'est pas nouveau, si vous voulez. Simplement, il a été intégré en ajoutant cette partie chauffage, puisque le chauffage s'ajoute au même réseau, mais il n'a pas changé de manière drastique. Mais il n'y a pas de calcul simple. Si vous pouvez toujours dire un ballon de 3000 litres, vous faites votre calcul mathématique, combien de temps je fais pour l'épuiser. Bon, ça, vous trouvez sur Internet toutes ces formules. Mais nous, ce qu'on prend en compte, c'est effectivement la capacité qui est aussi déjà comprise dans les tuyauteries. Je vous rappelle que c'est des tuyauteries qui peuvent être grosses puisqu'on emmène de l'eau chaude sanitaire. On a un volume d'eau qu'on prend en compte dedans. Donc c'est ça la particularité. Si vous dites je ne le prends pas en compte, vous allez vous retrouver avec un ballon un petit peu surdimensionné. Donc au lieu de 10, vous aurez peut-être 15 minutes de pic ou 20. Hein, donc. Mais nous, on prend vraiment le calcul précis pour s'adapter à la demande. Donc je dirais non, il n'y a pas de manière simple, il n'y a pas de choses nouvelles. Je veux dire, calcul, simultanéité, ça existe depuis très très longtemps. Mhm. Une petite dernière, c'est comment cela se passe-t-il si l'on a une chaudière à condensation? En production, je suppose c'est en production, parce que là, si c'est pas dans l'appartement. Justement, si vous avez vu tout à l'heure ces fameux retours sur les MTA d'Enfos qui sont très très bas, hein, des fois c'est 22, 23, enfin en tout en dessous de 30, effectivement, on peut se dire ça condense mieux avec des retours ECS à 50, un bouclage track classique, ou ça condense mieux à 25 degrés. Je crois que la réponse, elle est claire. Plus vous avez des retours bas, moins vous avez des déperditions sur toutes ces centaines de mètres de retour. Et surtout, vous avez aussi augmenté le rendement de production. Alors, ça peut être aussi de tout ce qui est pompe à chaleur, etc. Ou également réseau de chauffage urbain, parce que plus vous descendez en température de retour, moins à puissance égale, vous avez besoin de débit. Donc, vous voyez, c'est vraiment un impact énorme, cette température basse, sur ce qu'on appelle le rendement des pertes et le rendement de production. Ça a un impact sur le rendement de production. Donc oui, c'est super intéressant en condensation. Ok, eh bien Thierry, je vais te donner te donner le mot de la fin, mais juste avant, je précise, parce qu'il y a la question qui est posée, que oui, dans l'email de remerciement, vous aurez évidemment tous les liens, avec aussi le lien YouTube où vous pourrez revoir la présentation de Thierry en replay. Du coup, il y a encore une question qui est arrivée. C'est que pensez-vous du guide caustique? Voilà. Le guide caustique, on doit en penser. Le guide sur l'MTA, je suppose. Je ne vais pas dire qu'on en pense du mal, puisque ça a été développé par différents fabricants dont on faisait partie. Donc c'était vraiment cet effet au départ, hein, justement pour amener cette connaissance sur le marché français qui ignorait cette solution. Donc, je dirais, il est pas ni, c'est pour donner des éclaircissements déjà sur les bonnes pratiques. En tous les cas, les bonnes pratiques, c'est essentiellement lié, je dirais, au, euh, au, au dimensionnement. Faut pas se planter sur le dimensionnement des conduites. Vous ne pouvez pas dire, tiens, moi, comme tout à l'heure, je l'ai évoqué, je mets mes MTA et puis je pars en tube de 16, par exemple. Bon, non, ça en fait pas. Mais vous l'auriez pas fait non plus avec un préparateur ECS. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas typique, c'est pas typiquement nouveau. C'est vraiment un calcul le préparateur ECS, sauf que c'est pas de l'eau potable, c'est de l'eau de chauffage, de l'eau sale. Est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on prend encore une dernière question, Thierry? Il y en a encore une. Ah mais je suis là Bon, jusqu'à alors on 18 heures. continue. Quel, quel intérêt possible des MTA sur des productions centralisées d'ECS seul, pas de chauffage? De Stéphane Poyer. C'est-à-dire, c'est un peu l'application tertiaire que j'ai mentionné comme exemple, peut-être, c'est ça? C'est-à-dire de dire, alors on l'appelle plus module thermique d'appartement, c'est plus un appartement, mais c'est le concept on vire la partie chauffage, on n'a plus qu'un échangeur, la vanne thermostatique, etc., équilibré. L'intérêt,
c'est un petit peu aussi l'image que j'avais représentée avec l'hôpital, c'est qu'au lieu d'avoir cette problématique, cette chose au-dessus de la tête, disons, j'ai des milliers de litres d'eau potable qui circulent, de l'eau potable donc on peut puiser, c'est de dire, bah non, j'en ai plus, je vire tout ça. Et donc les milliers d'eau, enfin les milliers de litres d'eau ou des calories emmagasinées sont plus dans l'eau potable et sont dans l'eau de chauffage. C'est ça la différence. Alors ça c'est la différence qui va soulager enfin le risque légionelleux, ça dégage, mais l'autre impact, et là si on a juste les deux tubes pour faire de l'eau chaude sanitaire, c'est que l'eau chaude sanitaire classique c'est 60-50, avec un module c'est 60-30. Donc beaucoup moins de déperdition, encore une fois, beaucoup moins de température de retour. On arrive toujours à augmenter de manière considérable le rendement global parce que les retours sont froids et parce qu'on a un échangeur froid. Ce qui est encore une fois différent suivant les fabricants. Tout le monde n'a pas adopté ce principe-là. Je crois que c'est fini pour les questions, Thierry. Enfin, les autres, Voilà. les autres questions seront Oui, résolues, répondues plus tard. Je te fais confiance, hein, Violaine. oui, oui, oui. Si vous en avez Je d'autres voudrais qui vous pas. viennent, voilà, on a la boîte mail, on les regarde et je transfère à Thierry qui vous répond. Voilà. Donc voilà, merci d'avoir participé à ce webinaire. Sachez que en ce qui me concerne, effectivement, je fais régulièrement des formations en entreprise ou en bureau d'études sur ces thèmes d'hydraulique, de thermique, etc. Sauf que là, j'en fais beaucoup moins. Donc c'est avec plaisir que je vous ai présenté ça et au plaisir de se revoir en vrai, j'espère. Merci, à Merci à bientôt. tous. Au revoir. Merci Thierry, au revoir.